Ah mince! Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Ah mince! Monologue créé par Libert à la Scala de Jules Jouet et Julien Serment. Un soir, à la fête de Fontenay, on tirait le feu d'artifice pendant que la première bombe tonnait dans la foule. Adroitement je me glisse. Non, toute ma vie je m'en souviendrai. On n'a pas d'idée en province. Fallait voir ce qu'on était serré. Ah mince! J'avais devant moi par bonheur une belle fille assez riche en graisse et dont les formes pleines de rondeur me garantissaient contre la presse. Tout près d'elle, j'étais pelotonné, en faisant tout petit de peur qu'on m'évince. Vrai ce que c'était capitonné. Ah mince! En la regardant bien, je m'aperçus qu'elle était d'une beauté rare. Elle avait des appas cossus, des épaules en marbre de Carrare, des bras couverts d'un pot de satin, une taille fine à ruiner un prince, et des yeux noirs d'un libertin. Ah mince! Autour de nous, on la reluquait. J'en étais jaloux, comme on le pense. Justement, l'on tirait le bouquet. Je mets à profit la circonstance, tandis qu'éclataient des pétards dans le dos, tout doucement, je la pince. Elle se retourne et me lance un de ses regards. Ah, mince! Bref, elle et moi, par le même train de Paris, nous fîmes le voyage. À cause du monde le long du chemin, je me montrais sage comme une image. Seulement, en passant dans un coin, désert comme une rue de province, je lui donne un bécot de marsouin. Ah, mince! Enflammé, je lui fais la cour pendant 8 jours. Puis ma conquête dans son logement rue Bourg-Tibourg, un beau soir se laisse appeler Poulette. Mais tout à coup, je dis à part moi, ben, vrai, si jamais on m'y repense, vous allez comprendre pourquoi. Ah, mince! Ses épaules, de la poudre de riz, ses bras de neige, en couche de pâte, ses yeux noirs, des yeux de merlin frits, ses cheveux, un perruque de théâtre, sa taille fine, un mode bâtiment, sa jambe ronde, une vraie pince. Quand je vis cet assortiment, ah mince! Fin de monologue, lu par Sandra à Montréal, 2021. L'araignée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'araignée de Pierre Trimouillat. À mon ami Louis Colf. Moi, dont tous les époux essuient la raillerie, à mon tour, dans un mois d'ici, je me marie. Vous allez voir comment je me trouve forcé, à l'âge où l'humanie est un acte insensé, d'aller, moi plein de goût, prendre une légitime laide, à ne pas tenter l'ami le plus intime. À certaines soirées, où, quoique pas rendées, je brillais parmi la plus riche parenté. À titre de cousin donc, je me trouvais être le cavalier servant du disgracieux être qui me devra bientôt, de par l'autorité, l'obéissance, ainsi que la fidélité. L'obéissance est tout ce que j'exige d'elle. Plus qu'il ne le faudrait, elle sera fidèle. Sa laideur m'en répond. Pour cette Hélène, hélas, quelle paresse daignera me faire ménélas? Devant le père, orné de sa ferblanterie, pendant tout le dîner, j'eus la galanterie de paraître amoureux du laideron. J'ai fait ce qu'à ma place eût fait tout cavalier parfait. Chacun causait tranquille à son voisin de table, quand retentit un cri terrible, épouvantable. Ce cri, pareil à ceux que doivent en enfer pousser les malheureux que rôtit Lucifer, était proféré par ma voisine, indignée de voir vers ses jupons courir une araignée. Galant,
Je poursuivis l'insecte. Par les cieux, tu vas, fis-je, expier ton crime audacieux. Actéon, qui subit cette métamorphose à laquelle souvent le mariage expose, paya cher un coup d'œil furtif, inconséquent. Je me croyais certain de mon triomphe, quand un tout jeune convive aperçut l'araignée qui prudemment de moi se tenait éloignée. Adèle lui fit grâce, heureuse au fond, d'avoir montré son bas de jambe. Il est de mon devoir de l'avouer parfait. C'est là, je le soupçonne, tout ce qu'elle a de beau dans sa laide personne. Or, si cet animal ne m'avait pas, comme un tentateur, conduit vers cet objet peu commun, jamais je n'eusse juré devant monsieur le maire aide et protection à pareille commère. C'est sûr. Mais cette jambe exquise me trottant dans la tête, à propos de tout, j'en parlais tant, je mis à la louer un si généreux zèle, qu'enfin je compromis l'affreuse demoiselle. Voilà pourquoi l'on va m'enrôler, malgré moi, dans la troupe de ceux que je mis en émoi, chaque fois qu'à mon goût ils avaient pris leur femme. Et cela par le fait d'une araignée infâme. Dire que je pouvais rester jusqu'au trépas libre, prenant partout et maîtresse et repas, et qu'il va me falloir, à la fleur de mon âge, prendre pour tout plaisir part aux soins d'un ménage. Ainsi, pour un honneur qui n'a souffert en rien, il me faut au hasard abandonner le mien, et solennellement prendre pour ménagère un monstre. Quand je dis un monstre, j'exagère. Elle n'est pas trop laide à bien l'examiner. Mon Dieu, si l'on voulait surtout les chicaner, peu de femmes seraient d'une beauté parfaite. Oui, je pouvais tomber plus mal. Sa taille est faite au moule, et, vu le bas de jambe sculptural, je crois le corps bien fait, si le visage est mâle. J'aime encore mieux cela que le contraire en somme. Je ne le voudrais pas, que ce serait tout comme, mais raisonnons. Avec une épouse n'ayant pour tout autre que moi rien qui soit attrayant, mon honneur courra moins de risques. Sa figure, considérée à tort comme un mauvais augure, éloignera toujours les amis dangereux, et je vivrai tranquille, inattaquable, heureux. Ô toi qui m'as su faire apprécier Adèle, oui, pour le bon motif troublant mainte cervelle, poursuis ton œuvre, va, cherche d'autres appas à découvrir aux sots qui ne les soupçonnant pas, éclaire les esprits, comme le fit Voltaire. Puisse maintes laiderons, dont le nom doit se taire, avoir une araignée à son service, afin qu'un connaisseur la juge et qu'on l'épouse enfin. Fin du poème, lu par Sandra à Montréal, 2021. Les arts incohérents. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehanne. Les arts incohérents de G. Lanier et E. Matra. Aimez-vous les arts? Oui, n'est-ce pas? C'est la mode aujourd'hui, mais on s'en lassera, car enfin, que font les artistes? Ils copient la nature, tout simplement. N'est-ce pas de la folie de copier ce que l'on voit tous les jours? Un savant étranger a dit « l'art est une névrose ». Et il a eu raison. Tous les arts sont incohérents. Je vais vous le prouver. La peinture n'est-elle pas une des formes de la folie dans un siècle qui possède la photographie? Cependant, il y a encore des peintres, et beaucoup. D'ailleurs, c'est un art à la portée de tout le monde. C'est si simple. Vous achetez un chevalet, une toile de moyenne grandeur, un veston de velours, un grand chapeau et une boîte de couleurs. Vous prenez le chemin de fer ou le tramway. Il vaut mieux prendre le chemin de fer, ça va plus vite. Et vous arrivez à Clamart ou ailleurs. Vous cherchez un joli point de vue et vous vous installez. Vous commencez par la gauche de votre toile, pour ne pas tacher votre veston. Un arbre, pas difficile de peindre un arbre. Les feuilles sont vertes, le tronc est brun. Toc, toc, toc. Puis, sous la feuillée, comme disent les poètes, s'enfonce un sentier jaune. Toc, pour le sentier jaune. Enfin, sur la droite, un ruisseau argenté. Toujours comme disent les poètes. Flouf,
pour le ruisseau. Et c'est tout. Votre tableau est fini. Vous reprenez le chemin de fer ou le tramway. Au retour, il vaut mieux prendre le chemin de fer. D'abord, ça va plus vite, et puis, en vous mettant dans le premier wagon près de la locomotive, votre tableau sèche pendant le trajet. Eh bien, la voilà la peinture. Les sculpteurs me font rire avec leur manie. Pas toujours. Quand ils travaillent le marbre, je grince des dents. J'aime mieux les voir pétrir leur terre glaise. Ils en font une boule et, avec quelques spatules, c'est bien simple. On pétrit un peu de glaise, qu'on applique au milieu de la boule. Paf, c'est le pif. Non, le nez. 2 ou 3 coups de spatule. Vlan, 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 les yeux, la bouche, ça y est, voilà un buste. Un buste qui n'est jamais ressemblant. Avec le moulage, on obtient la ressemblance, mais on ne fait généralement que la tête ou les mains. C'est toujours incomplet, la sculpture. Pour mouler, vous jetez une sébile de plâtre frais sur le visage du modèle. Vous le priez de s'asseoir en lui offrant un journal pour qu'il trouve le temps moins long. 3 heures après, le plâtre est sec, vous le retirez, vous reprenez votre journal et vous avez la physionomie du patient. Et la littérature. La littérature, c'est le comble de la démence, surtout depuis l'invention de l'imprimerie. D'ailleurs, les poètes eux-mêmes se traitent de fous. Vous connaissez le vers. Poète, pauvre fou. Ils sont francs, au moins. Savez-vous comment on fait un roman ? L'auteur s'introduit chez ses voisins et se met au courant de leurs petites affaires et de leurs habitudes. Il rentre chez lui, écrit ce qu'on vient de lui dire, porte cela à l'imprimeur, et chacun de s'écrier « Quel talent d'observation !» J'en ferais bien autant, moi, mais je suis trop sensé pour avoir jamais l'idée baroque d'écrire en rentrant chez moi ce que j'ai vu ou entendu dans la journée. Mes voisins me content aussi leurs petites histoires, et je n'écris pas ce qu'ils me disent par discrétion. Je ne me mêle jamais des affaires des autres. Mais le théâtre, me direz-vous, le théâtre, pfff. On allume des quinquets, on lève un rideau, un acteur est là, il dit un tas de choses qu'il sait par cœur. Arrive un autre acteur. Tiens, ce cher Alfred, par quel hasard? Ah, cet excellent Jules, quelle chance de te rencontrer. Notez que Jules savait très bien qu'il allait voir Alfred. La conversation continue pendant un moment, puis vient une jeune fille en blanc. Qu'elle est belle, s'écrie Alfred. Il la demande en mariage. Les parents ne veulent pas d'abord. C'est une chose à remarquer dans les pièces de théâtre. Les parents ne consentent jamais au mariage. C'est pour retarder le dénouement, tout simplement. Après 2 ou 3 actes passés en discussion plus ou moins intéressantes, les parents finissent par céder. Les jeunes gens se marient, le rideau baisse et on éteint les quinquets. Et le lendemain, tenez, ça fait pitié, le lendemain, on recommence et souvent pendant 4 ou 5 mois. J'aime assez la musique. C'est de la folie douce, mais c'est gentil. Et puis après le dîner, ça fait digérer. Malheureusement, je trouve que tous les airs se ressemblent. Il ne faut pas en vouloir aux compositeurs, il n'y a que 6 ou 7 notes. Ils ne peuvent pas varier beaucoup. Tenez, la semaine dernière, j'étais à l'opéra, un théâtre subventionné. On jouait La Muette de Portici. Tout à coup, que chante-t-on ? Amis, la matinée est belle, sur le rivage, assemblons-nous. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, cet air-là, je l'entends tous les jours dans ma cour, par un Savoyard, qui joue très bien de l'orgue de Barbarie. Il exécute tous les opéras, pourtant il n'est pas subventionné, ce Savoyard. Et je lui donne quoi ? 2 sous, tout simplement. À l'opéra, j'ai payé 8 francs. Si jamais on m'y repince... Eh bien, voilà ce que c'est que les arts. Vous voyez, c'est de l'incohérence, tout simplement. On devrait empêcher ça. Cependant, je ne suis pas un barbare, j'en accepte un seul. Je sais bien qu'il faut un idéal à l'homme. D'ailleurs, c'est le plus utile et le plus agréable. C'est celui qui consiste à se faire 30 000 livres de rente. Si j'ai un conseil à vous donner, cultivez-le, c'est le meilleur. Vous m'en direz des nouvelles. Fin de Les arts incohérents. Le baptême d'une rose. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehanne. Le baptême d'une rose.
de Fernand Bessier. Du baptême d'une rose, je fus témoin l'autre été. Je ne sais, en vérité, comment arriva la chose, mais je vous vois dès ceci baisser la tête et sourire. Si vous doutez de mon dire, écoutez-moi bien. Voici de quelle façon charmante tout se passa. Le matin, d'abord, se mit en chemin une pervenche, parente de la famille. Elle allait inviter, suivant l'usage, tout le joyeux voisinage. Le parrain l'accompagnait, ayant pour la circonstance mis ses habits de gala, et chacun, de ci de là, leur tirait sa révérence. Les canaris, beaux parleurs, menaient déjà grand tapage. Chaque nid, sous le feuillage, était tapissé de fleurs. Les rossignols en cachette apprenaient des airs nouveaux. Dans l'eau claire des ruisseaux, pour juger de sa toilette, chaque fauvette, en passant, se mirait. Sur une branche, en plumage de dimanche, un vieux perroquet savant dressait l'acte de naissance sur une feuille de houx. Par groupes accouraient tous, affairés, pleins d'importance, les papillons qu'on sentait déjà perdre un peu la tête. Comme au jour de grande fête, dans chaque buisson chantait un orchestre de cigales, et les fleurs qui s'avançaient doucement se balançaient au bruit joyeux des cymbales. De toilette et de présent, en frais, elles s'étaient mises, avec des airs de marquises, elles allaient à pas lents, minaudant, faisant des grâces et saluant leurs amis, puis, après avoir remis leurs cadeaux, vite à leur place, dans un murmure flatteur, elles se faisaient conduire. Chargé de les introduire, le premier garçon d'honneur, un gardénia superbe, les recevait, et gardant pour chacune un compliment, il leur offrait un brin d'herbe, sur lequel était gravé le programme de la fête. La marraine, déjà prête, s'occupait du nouveau-né. Un petit bouton de rose, poussé ce matin même, tout vêtu de vert satin, dans sa coque encore mi-close. Le baptême se faisait à l'ombre d'une aubépine, la source la plus voisine, au pied du buisson, passait. D'un peu de mousse nouvelle, on avait fait un berceau, et dressé comme rideau de plumes de tourterelle. Et tandis que doucement se balançaient les clochettes, et qu'au refrain des fauvettes se mêlaient joyeusement les chansons victorieuses des rossignols tapageurs, tandis que toutes les fleurs s'inclinaient silencieuses, graves en son blanc vêtement, un lys, la corolle ouverte, inclinant sa tige verte, laissa tomber lentement une goutte de rosée, claire comme un diamant, sur la rose qui, brisant d'un coup sa coque irisée, s'épanouit au soleil. C'est ainsi, mesdemoiselles, qu'au beau temps des fleurs nouvelles, ce baptême sans pareil se termina. Quant au reste, à la fête qui suivit, comme on ne m'en a rien dit, je n'en sais rien. Je n'atteste que ce que j'ai vu. Pourtant, si vous doutiez de l'histoire, de grâce, ayez l'air d'y croire. L'auteur en sera content. Fin de Le baptême d'une rose. Les enfants. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les enfants de Georges Feydeau. J'entends souvent parler de l'homme pour sa supériorité. Rien le rend-il si lâche, en somme si sot, que la paternité. En vérité, je me demande, quand je constate les tourments qu'il faut toujours qu'on en attende, à quoi ça sert-il, les enfants? On les adore, et pourquoi faire? Et l'on se voue à leur bonheur. À quoi bon se river sur terre un boulet de gaieté de cœur? C'est le trouble, l'inquiétude, un tracas de tous les instants. Tout sans espoir de gratitude. À quoi ça sert-il, les enfants? Et l'on subit le magnétisme qui vous plie à ce tout petit. Est-ce orgueil ou bien égoïsme? Devant son heure, on s'aplatit.
L'homme est fier de sa créature, s'en fait l'esclave en même temps. Et c'est la loi de la nature. À quoi ça sert-il, les enfants? Ah, je comprends vraiment la bête insouciante à ses petits, qui, le temps qu'il faut, les allaite, puis part sans l'ombre de souci. Voilà des instincts admirables, à l'appui de nos arguments, que les bêtes sont raisonnables. À quoi ça sert-il, les enfants? Puis, se séparant dans la vie, la bête va de son côté, libre au gré de sa fantaisie, ignorant sa postérité. Les petits peuvent bien se dire, ça ne sert à rien, les parents. Mais chacun vit comme il désire. À quoi ça sert-il, les enfants? Oh, toi qui parles de la sorte, matérialiste enragé, toi, beau parleur, toi, tête forte, je voudrais te voir fustigé. Non, tu n'as jamais été père pour tenir ces raisonnements. En se disant, es-tu sincère? À quoi ça sert-il, les enfants? Mais ce sont eux qui font ta vie. Mais ils sont ta chair, ils sont toi. Et tout leur être s'associe à ton être, qui fait leur loi. Puis, lorsque les desseins te tuent, tu revis dans tes descendants, car tes enfants te perpétuent. C'est à quoi servent les enfants. Mais tu n'as donc plus souvenance que tu fus jeune, toi, comme eux, et qu'on fit fête à ta naissance, à toi qui fais le dédaigneux. Peux-tu blasphémer ta jeunesse? Heureux pour toi que tes parents n'aient pas dit, avec ta sagesse, à quoi ça sert-il les enfants? D'ailleurs, toute parole est vaine. Preuve que la maternité est une chose bien humaine, c'est qu'elle a toujours existé. Que serait la machine ronde avec tes beaux raisonnements? L'enfant régénère le monde. C'est à quoi servent les enfants? Et c'est partout dans l'existence. Tu retrouves à chaque pas cette bienheureuse influence qu'exercent tous les petits gars. Toi, quand le trouble est au ménage, qui fait cesser les différends? L'enfant qui chasse le nuage, c'est à quoi servent les enfants? Toi, lorsque le chagrin te ronge, que la défaillance te prend, souvent tu vois la mort en songe, tu veux en finir lâchement. Qui t'arrête? L'enfant, que diantre! Lorsque l'on a des garnements, cela vous met du cœur au ventre. C'est à quoi servent les enfants? Toi le philosophe, l'athée, le libre penseur, l'esprit fort, toi qui, d'une âme dégoûtée, méprises Dieu, la foi, la mort, l'enfant pourtant, voilà ta fibre, qui fait tomber tes arguments, et grâce à lui, ta corde vibre. C'est à quoi servent les enfants? Toi, qui regardes la frontière, le pays que l'on a perdu, si dans ton sein ton cœur se serre, dis, comment te consoles-tu? Nous aurons la deuxième manche, espères-tu, chacun son temps. L'enfant est là pour la revanche. C'est à quoi servent les enfants? Oh, toi qui n'aimes pas l'enfance, attends que tu sois père un jour. C'est là, malgré ton arrogance, que l'on te tiendra par l'amour. Et va, c'est plus fort que nous-mêmes. Perds un seul de ces innocents, et tu verras si tu les aimes. Si cela sert les enfants. Fin du poème, lu par Sandra. La lettre rose. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehanne. La lettre rose par Alphonse Delaunay. Madame Jeanne de Champpertuis. Elle entre en riant. Mon Dieu, que les maris sont bêtes! Elle s'arrête tout à coup, apercevant des habits noirs. Très confuse. Oh, pardon, je ne vous voyais pas, messieurs. Je vous dis femme. Mais je me croyais seule et bavarde, étant femme. Je me parlais avec un fâcheux abandon, me disant tout ce qui me passait par la tête. Vous, bêtes, que non pas. Quelques-uns, rarement.
un cas, de temps en temps. Je voulais seulement dire, mon Dieu, faut-il que mon mari soit bête? Et même, en vérité, bête est un bien gros mot. Il m'aime, m'obéit, ne me rend pas esclave. Cela, c'est de l'esprit, du meilleur. Non, Gustave est, comment dire, un peu bébête, mais pas sot. Moi, je l'aime beaucoup. Nous faisons un ménage excellent, si cela peut vous intéresser. Non, tenez, soyez bon, laissez-moi jacasser et vous conter un tour, un simple badinage. Elle s'assied. Nous sommes mariés depuis bientôt 3 ans. Vous peindre le bonheur divin des premiers temps, je ne saurais jamais. C'était, sans vaine emphase, un beau rêve sans fin, une enivrante extase, à nous faire envier par les anges du ciel. Oh, les beaux jours passés! Oh, la lune de miel! Vous vous en souvenez, de ces ardentes flammes, des effluves d'amour, des cœurs épanouis. Les oiseaux du printemps chantaient tous dans nos âmes, et c'étaient des transports, des bonheurs inouïs pour rien, pour une main qu'on presse, pour un signe, pour un mot dit tout bas et qu'un baiser souligne, et pour un rien aussi de subite douleur, pour un regard sévère, ou bien pour une lèvre boudeuse, pour un pli du sourcil, cette fièvre enfin où le sourire est tout voisin des pleurs. Au public, confidentiellement, n'est-ce pas? Puis le monde est ainsi fait, tout lasse, sur l'horizon trop pur on appelle l'autan. Un vilain jour, tout part, tout s'échappe, tout passe, les rêves, les baisers et les bonheurs d'antan. Adieu poème, adieu toutes ces choses douces, adieu lune de miel. Voici les lunes rousses. Elle se lève. C'était ainsi chez nous. Gaston était d'un froid à m'enrhumer. Quand j'arrivais, sereine, le soir, pour l'embrasser, pardon, j'ai la migraine, cher enfant. Moyen neuf et stratagème adroit. Nous la connaissons bien, la migraine opportune qui vient, impitoyable, au changement de lune. Migraine de mari qui n'est plus un amant. Mon Dieu, je l'embrassais pourtant bien doucement, mais de ce mal soudain, telle était la furie, qu'un souffle de la brise, un simple frôlement, semblait faire éclater sa tête endolorie. Et moi, triste, croyant tous mes bonheurs brisés, je refoulais mes pleurs et gardais mes baisers. Mais non, j'exagérais. Ce n'était pas si grave. J'ai conjuré le mal, et je me sens plus brave. Je savais, d'un ami très expérimenté, que l'amour s'assoupit dans une paix profonde, que l'immuable azur d'un calme soir d'été endort vite un époux mobile comme l'onde, et que la jalousie est utile et féconde pour ramener un cœur là de sérénité. C'était le cas exact. Le moyen est facile. Jetez un peu d'angoisse en ce cœur indocile. Aussitôt regrettant son coupable abandon, monsieur devient charmant et demande pardon. Ainsi fera demain Gustave, je suppose. Voilà, depuis 8 jours, au courrier du matin, je reçois un billet écrit sur papier rose, coquet et sentant bon comme il sied pour la prose d'un amoureux. D'un geste inquiet, incertain, comme s'il s'agissait d'un billet clandestin, je le prends et me sauve, émue et rougissante. Si de méchants soupçons tourmentent vos esprits, rassurez-vous, messieurs, je suis bien innocente. Ces coupables billets, c'est moi qui les écris. Une enveloppe et rien, la lettre en est absente. Gustave me regarde avec étonnement, mais ne dit rien. Pourtant hier, suivant ma piste, il arrive, croyant me prendre à l'improviste. Je l'attendais, lisant. Il entre. Vivement, je cache le billet. Lui, prenant un air triste, sort mais ne souffle mot. Le coup avait porté. Je le voyais songeur, inquiet, tourmenté, n'osant m'interroger, bien qu'en sentant l'urgence. Et moi, je savourais une sombre vengeance. Elle s'assied.
Comme je recevais le pli mystérieux, ce matin il m'a pris les 2 mains dans les siennes. « Jeanne, dit-il, d'un ton doux, triste, sérieux, au nom de notre honneur, de tes fiertés anciennes, repousse loin de toi ce billet odieux. Eussiez-vous, cher ami, la voix d'une sirène et les charmes vainqueurs du bel archer amour, je vous résisterais, longtemps, au moins un jour. » Il m'attire vers lui, je prends un air de reine et me sauve en disant « Mon cher, j'ai la migraine. » Ah, convenez, messieurs, que c'était bien mon tour. Ah ah, le bon billet, le joli billet rose. Prenant le billet dans son corsage et jouant avec lui. Il est là, le trésor. Oh, message adoré. Oh, poème charmant d'un cœur enamouré. Madrigal, élégie, en vers ou bien en prose. N'est-ce pas là vraiment une adorable chose que ce roman à 2, en secret, dévoré? Eh bien non, rien du tout, pas la moindre conquête. Et lui croit, je dis bien qu'il est un peu bébête. Que va-t-il se loger en tête un tel souci? Tenez, voyez plutôt, à madame Jeanne de Champpertuis. Regardant plus attentivement la lettre et la portant près de ses yeux. Non, ce n'est pas ainsi, lisant. Monsieur Gustave, se levant en sursaut, très agité. Écriture de femme. Une lettre dedans? Que veut dire ceci? Elle rompt fiévreusement le cachet, lisant. Mon bon Coco chéri, le chien À sa mère. à part. Ah mon Dieu, c'est signé? Regardant au bas de la page. Cora? Quel est ce nom? Lisant. Tu crois que je te trompe? Ah, rassure-toi, non, non, mon amour n'est pas une flamme éphémère. À part. Voyons, je suis folle, j'aurais mal lu. Regardant de nouveau l'enveloppe. C'est bien à lui? Lisant. Gustave, ô mon cœur, mon élu. Moi te tromper? Mais toi que toute femme envie, à m'aimer à jamais, es-tu bien résolu? À part. La coquine. Lisant. Vois-tu, je ne sais pas la vie, moi, ni qu'à des serments bien folles et qui se fient. Mais si je dois un jour, par cruauté du sort, te perdre, ah, sûrement, c'est mon arrêt de mort. Non, tu ne voudras pas ainsi creuser ma tombe, et qu'à ton abandon ma jeunesse succombe? À part, furieuse. Le bon billet! Lisant. Mais toi, mon cher cœur, tout d'abord, as-tu bientôt fini de me vanter ta femme? Vois-tu, je suis jalouse, et j'ai le cœur brisé de t'entendre exalter ce nom, divinisé. Elle est jeune, elle est pure et belle et grande dame. À part. Allons, il a du bon encore, ce bigame. Lisant. Eh, mon chéri, Vois-moi la contradiction. pourquoi la trompes-tu, cette perfection? À part. Au fait, elle dit vrai, la croqueuse de pommes. Lisant. Tiens, tu ne vaux plus cher, toi non plus. Oh, les hommes, tu sais pourtant quel sort je t'ai sacrifié. Le trésor de mon cœur, je te l'ai confié. À part, avec douleur. Mal placé ton trésor, le mien aussi, folie. Et mariez-vous donc jeune, pure, jolie. Lisant. Ah, que cet amour-là m'a déjà fait pleurer. Tu me fais du chagrin, il faudra réparer. À propos, hier, j'ai vu chez Ravot, dans la rue de la Paix, tu sais bien, un croissant, en brillant, un rêve. Je l'ai mis, des astres scintillants, 1000 éclairs. Ah, Diane, en vous m'est apparu, m'a dit un vieux monsieur, très riche, paraît-il, vert encore, il voulait me l'offrir, lui, subtil, si le cœur t'en disait. Oh, tu sais, rien ne presse, et quand tu voudras voir Diane chasseresse, je te coûte un peu cher, n'est-ce pas, mon bon chien? En échange, dis-toi que je t'aime. Oh, mais ferme. Merci pour le loyer. Vrai, je n'ai pas de terme pour te remercier d'avoir payé le mien. Elle tombe, presque affaissée sur une chaise, avec mépris, jetant la lettre sur la table. Une femme qui fait des calembours atroces. Pour être ainsi trompée, au ciel, qu'avais-je fait? Oh, poids, ces trahisons, que c'est donc vil et laid. Et voilà le secret des migraines féroces. Je crois bien qu'il disait « Ne lis pas ce billet », regardant la lettre. De mon roman d'amour, c'est le dernier feuillet. Le premier tout rempli de sourires, de charmes. Tristement,
Le livre a tourné mal et fini par des larmes. C'est l'hiver sombre, après le soleil de juillet. Reprenant la lettre. L'abandon pour l'épouse et pour l'autre, les fêtes, et je pleure, se levant furieuse. Mon Dieu, que les femmes sont bêtes, mais je me vengerai, j'entre en rébellion, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, je lui veux infliger des douleurs déchirantes. Quoi, j'irai succomber sous le poids du souci et lui? Non, non, je veux que l'on m'écrive aussi des mots passionnés, des lettres délirantes, je ne sais pas, mais je me vengerai. Réfléchissant tristement, s'asseyant. Triste vengeance, hélas, la vengeance achetée avec l'opprobre lourd d'un nom déshonoré. Allons, non. Ce moyen n'est pas à ma portée. Agitant la lettre fiévreusement, la tournant, la retournant, et enfin l'ouvrant. Cette lettre me brûle, regardant le revers. Eh mais, ce n'est pas tout? Une page encore? Bien, allons jusqu'aux obouts de la douleur. Ce n'est pas la même écriture, regardant la signature. Gustave? Ah ah! Voyons la nouvelle aventure. Ce doit être à coup sûr d'un très piquant ragoût. Lisant. Allons, ne pleure plus, ma Jeanne bien-aimée. À part ma Jeanne, lisant. Cela n'est que mensonge et fumée. Tu t'écris des billets, je m'en écris aussi. J'ai voulu me venger, n'ai-je pas réussi? Tu m'avais fait passer quelques heures jalouses. J'ai suivi ton roman, ingénieux ma foi. J'étais mal inspirée. J'ai reconnu que toi, ange de pureté, modèle des épouses, par calcul féminin, tu créais cet émoi. J'ai compris le chagrin dont tu fus assiégé. Tu m'en veux, cher enfant, de t'avoir négligé, et bien plus de soucis ni de pleurs superflus. Jeanne, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Et souviens-toi qu'il n'est pas de Cora au monde pour me faire oublier ta chère tête blonde, et tes beaux yeux profonds par la pudeur gazés, et ta lèvre de rose offerte à mes baisers. Moment de silence pendant lequel elle a peine à se remettre de son émotion. Elle embrasse la lettre et s'essuie les yeux. Quel rêve! Le malheur sous lequel l'âme ploie et sans venir la mort a donc de ces réveils? Oh, consolation! Oh, bonheur sans pareil! Gais espoir renaissant, c'est Dieu qui vous envoie. Avec une grande émotion. Entre rires et larmes, c'est bon d'avoir pleuré, l'on ressent mieux la joie. Ainsi le prisonnier qui revoit les soleils. Ah, fuyez à jamais, nuages et tempêtes, j'entrevois rayonnant comme une étoile au ciel le joyeux renouveau de la lune de miel. Elle va Pour sortir, à demi tournée vers le public. Mais qui donc avait dit que les maris sont bêtes? elle sort en riant. Fin de La lettre rose. Mon futur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Mon futur, par Gabriel Liquier. C'est navrant, c'est affreux, mais aussi c'est bien fait. J'avais 20 partis à ma guise, un jeune sénateur, un piquant sous-préfet, un tendre diplomate au cœur plein de franchise, un vieux duc qui, le soir, fait encore de l'effet. Et je vais choisir qui? Le savez-vous? Au fait, pour que vous le sachiez, il faut que je le dise. Disons-le donc pour punir ma sottise. Quand je vins demeurer jadis avec mon oncle à Montparnasse, de ma croisée un jour, je vis un voisin qui lorgnait d'en face. Voulait-il plaire ou plaisanter? Était-ce un poète, un fumiste? Bientôt, j'entendis tapoter. Oh bonheur, c'était un artiste! Je l'observais modérément. Quand il venait à disparaître, j'entendais vibrer l'instrument dont il jouait comme un vrai maître. Quel talent sur le piano, me disais-je.
Ce qui m'attriste, c'est qu'il a l'air d'un étourneau. Mais aussi, quelle âme d'artiste! Là-dessus, voilà qu'un beau soir, il me demande en mariage. De près, je pus enfin le voir. Il n'était pas beau. Quel dommage! De plus, il avait de Saint-Flour l'accent un peu trop fantaisiste. Bah, tant pis. Mon rêve d'amour, c'était d'épouser un artiste. Il devint ainsi mon futur, et le sympathique jeune homme m'apprend tout aussitôt qu'Arthur est l'affreux nom dont il se nomme. Arthur, est-ce possible? Non, pour le renom d'un pianiste, un tel nom, ça n'a pas de nom. Mais qu'importe, c'est un artiste. Vivre d'art, vivre dans le bleu, dîner de musique et d'eau pure, s'envoler loin du pot-au-feu, oublier jusqu'à la couture. Il l'oubliait trop entre nous, car à ses mouchoirs de bâtisse, j'aperçus quelques petits trous. 20 détails, c'était un artiste. Oui, pensai-je, un tel maestro à 1000 pardons peut prétendre. Mais chez nous, point de piano, et de près je ne peux l'entendre. À ces concerts délicieux, c'est de mon balcon que j'assiste. Qu'il me tarde de pouvoir mieux admirer ce sublime artiste. Mon oncle, un baillieur retraité, lui dit à la bonne franquette: « Chez vous, offrez-nous donc le thé, vous nous jouerez de l'opérette. » Chez moi, fit-il en hésitant. J'intervins alors et j'insiste. Oh, triomphe! Au bout d'un instant, tous trois nous montions chez l'artiste. Enfin, j'allais à loisir suivre l'essor de son génie, planer, séraphique plaisir, sur les ailes de l'harmonie. Mais qu'ai-je vu? C'est singulier. Quel est ce truc de machiniste? Qu'agence-t-il à son clavier? Faut-il douter de mon artiste? Oh, risée! Oh, réveil trop dur! Surprise horrible et prosaïque! L'instrument où triomphe Arthur, c'est un piano mécanique. Il tournait, tournait, retournait sa manivelle barbariste. Assez, assez de moulinet, dit mon oncle à l'étrange artiste. Mais lui, pendant ce temps-là, absorbé dans sa ritournelle, sans qu'on pût mettre le holà, il se grisait de manivelle. Tout est rompu, 1000 tambours. Arthur n'entend pas, il persiste. Et tandis qu'il tourne toujours, nous plantons là le faux artiste. Et voilà, c'est fini, mon pauvre prétendu. Avoir tant pardonné, son accent trop agresse, son Auvergne, son nom, ses mouchoirs et le reste. Et tout enfin, hormis notre malentendu. Pourtant, il a du bon, il met bien sa cravate. Qui sait, il a peut-être une âme délicate. Tiens, et son esprit que je n'ai pas jugé, et ses goûts, son humeur. Musique scélérate, c'est toi seul à qui j'avais songé. Bah, pardonnons encore et soyons optimistes. Mon Arthur, j'en fais le pari, prouvera qu'un mauvais artiste peut faire un excellent mari. Fin de Mon futur. Par téléphone. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehanne. Par téléphone, par E. Dutèche. Je suis bien pâle, n'est-ce pas? Mais n'en dites rien à ma mère. Au téléphone, avec mystère, tremblante, je vais de ce pas. Sachez, puisque ça vous étonne, que Gontran, mon futur époux, est abonné tout comme nous au téléphone.
Sachez aussi que l'on me croit seul et tranquille dans ma chambre, et que, traversant l'antichambre chaque matin avec effroi, sous l'œil vigilant de ma bonne, mon futur et moi nous causons, et que tous deux nous nous aimons par téléphone. Je le sais, allez, c'est fort mal, et ma conduite est très blâmable. Pourtant, étais-je si coupable en écoutant son madrigal? Il me disait, ma chère Yvonne, vous êtes mes seuls amours, et je vous aimerai toujours, par téléphone. Il disait que mes bruns cheveux avaient tout l'éclat de l'ébène, que le printemps, sans nulle peine, se mirait dans mes grands yeux bleus, que ma mine était si friponne, mes pupilles du diamant, et mes lèvres, mais c'est charmant, le téléphone. Moi, radieuse, j'écoutais chanter gaiement ces douces choses. Il me parlait d'Ulysse, des roses, et rêveuse, je me taisais. Parfois même, Dieu me pardonne, j'entendais le bruit très distinct, le bruit d'un baiser. Oh, shocking, le téléphone. Un jour, oh, je m'en souviendrai, on sonne à notre heure ordinaire, j'accours, mais ce fut le notaire que par mes gardes je trouvai. Le père de Gontran lui donne 200 000 francs, tout ira. Ciel, il discutait le contrat par téléphone. Ce bon notaire, il m'en souvient, chez lui se fit notre entrevue. Oh, je fus troublée à sa vue. Gontran, rêveur, ne disait rien. Sur son compte, je le soupçonne, mon père, sans ménagement, demanda des renseignements. Par téléphone. Bientôt, nous fûmes fiancés, tant charmants, mais remplis d'alarmes, car, par mes parents, vrais gendarmes, nous sommes toujours surveillés. Pourtant, s'aimer, quand on raisonne, se le dire, est-ce mal vraiment? Je vous assure, c'est charmant par téléphone. Heureusement, il est prochain le jour de notre mariage, et de cet affreux esclavage, sans doute, il marquera la fin. Pour nous épier, plus personne, les indiscrets seront exclus, et Gontran m'en dira bien plus sans téléphone. Fin de Par téléphone. Peau d'âne, vue d'une loge de portière, par un auteur inconnu. Il paraît, Mame Potin, que vous êtes encore allée hier soir au Grand Théâtre. Oui, Mame Radie. C'est la fille à la mère Trochu, la grande Phrasie, qui fait une Amazone dans Peau d'âne, et qui m'a fait celle de m'octroyer une estale d'orchestre où ce que j'ai joui d'un coup d'œil superlatif et conséquent. Ah, vous êtes une vénarde, vous. C'est pas moi qu'aurais vu cette chance. Je ne sors jamais, et la plupart du temps je suis seule comme une marmite. Que voulez-vous, Mame Radie? Quand on a des connaissances, on s'en sert. Alors, vous allez me raconter la chose? Avec plaisir, Mame Radie. Mais à la condition que vous ne m'interromprez pas dans mon arrêt, parce que quand on m'interrompt, ça me la coupe. Allez-y, Mame Potin, j'ouvre les oreilles et je ferme la bouche. Et la veuve Potin, ma portière, s'exprima en ces termes. Je commence par la première acte. Figurez-vous, Mame Radie, que dans un pays qu'on n'a pas encore découvert malgré l'invention des navires cuirassiers et les fusils chasse-au-pot, règne un roi qui a un âne et une fille. La fille est une vaniteuse qui n'a pas 2 liards de cervelle et qui passe son temps à s'attifer et à contempler sa figure dans tous les miroirs qu'elle trouve sur son chemin. L'âne, c'est différent. C'est une bonne bête qui pond des louis d'or à... Chose, que veux-tu? Le roi qui chasse à la grosse bête dans une forêt se trouve nez à nez avec le prince Belazor. Belazor? Mais c'est le nom d'un chien? Assurément, puisque toutes les fois qu'il entre en scène, chacun dit « Taillot, taillot !» Mais taisez donc votre bec, car si vous m'interrompez encore, je me la brise, comme dit M. Asticot le journaliste. Je ne dis plus mot, Mame Potin. Pour lors, le prince, qui avait vu la photographie de la fille du roi à la vitrine d'un perruquier de l'endroit, en tombe amoureux subito et vient faire sa demande en mariage. Mais Bernique,
La princesse ne se mariera que si son futur met dans la corbeille 3 robes de couleurs extraordinaires. Une couleur du temps, une couleur de la lune et une couleur du soleil. C'est sa marraine, la fée coquette, qui lui a inoculé cette idée. Le pauvre Belazor, n'ayant pu se procurer les robes exigées et ne sachant plus à quel singe se vouer, veut se détruire. Mais au moment où il va se pendre, il en est empêché par un superbe génie qui sort d'un arbre et fourre le prince en cage. Le théâtre change. Nous voici dans le palais du roi Patipata, ou plutôt dans le palais de l'âne, ainsi que je l'ai lu dans l'analyse, un chiffon de papier rose qu'on m'a fait payer 5 sous. 5 sous? Mais c'est une horreur! C'est ce que j'ai injecté à la marchande, une grosse mère qui a l'œil américain et pas de corset, et qu'on appelle, je crois, Mame Pelletier. Mais je continue. Un seigneur annonce l'arrivée du roi Coussi-Coussi. Ce roi qui règne, il paraît, sur des mines d'or et de diamants, est un vilain sire, bossu, crochu et tortu, ce qui ne l'empêche pas d'être amoureux de la fille de Patipata, qu'il vient lui aussi demander en mariage. Il est accompagné de toute sa cour, pas belle sa cour, mais diablement cossue. Et puis notez bien ceci, Mamradi, il apporte les 3 robes en question. Ah, pour de belles étoffes, voilà de belles étoffes, et je gagerais bien un petit verre d'anisette contre un billet de 1000 qu'il n'y en a pas de pareil dans n'importe quel magasin de Bordeaux. Impossible de les fisquer. Ça brille comme la prose de Monsieur le pauvre Retour de Royan. Ceci n'est pas de moi, c'est un petit jeune homme qui le disait à son voisin. Je continue. Pour lors que la princesse pousse des exclamations tumultueuses et insensées, mais cependant, elle ne peut se décider à convoler avec ce roi dont l'aspect est capable de faire pâmer les femmes sensibles. Coussi-Coussi, qui a oublié d'être une bête, propose à la princesse de troquer ses robes contre 2 corbeilles de louis d'or. Ça lui est possible à cette chère demoiselle, puisque son père possède un âne qui en est cousu. Ça va, dit Patipata, on amène l'âne, mais tant va la cruche. Vous savez le proverbe, Mamradi, on étrie tant la pauvre bête qu'elle en crève. Et va te faire l'air, l'orage gronde, tout le monde se sauve, excepté la princesse, que sa marraine vient chercher pour la conduire à son domicile dans un char porté par des nuages si bien peinturlurés qu'on dirait que c'est des nuages pour de bon. Dieu, que tout ça m'émotionne, Mame Potin. Il me semble la voir d'ici, cette pauvre jeunesse, dans ce char dont sa marraine lui fait don. Ce n'est rien encore. Maintenant, nous sommes à la seconde acte, où ce qu'on voit les jardins de la fée remplis de maillots roses, de jupes de gaze. On en mangerait. Tout ça danse, tout ça se trimousse, et le public d'applaudir, et les vieux abonnés de jeter des fleurs sur la scène. Puis, quand les maillots roses et les jupes de gaze ont fini de se trimousser, une barque traînée par de gros canards blancs passe au fond du théâtre, portant la fée des ondes, une blonde 100 fois plus belle que l'Apollon du réverbère. Attention, Mamradi, voilà la 3e acte qui commence. Nous sommes dans une mine où ce que le prince Belazor en fait une drôle de mine, vu qu'il est en cage. Mais un petit lutin l'en fait sortir pour lui faire jouer un air de violon. Eh bien là, franchement, c'est pas dommage, car le prince pince de cet instrument bien mieux que l'aveugle italien qui court les rues de Bordeaux, flanqué de 2 harpes piémontaises. Vous l'ai-je dit? Quoi? Que la mine appartient à Diamantin, un génie de première qualité qui a juré de punir de sa coquetterie la fille du roi Patipata. La fée coquette a beau le supplier, il ne veut pas entendre raison. Donc pendant 1 an et 1 jour, la princesse perdra sa beauté et ses belles toilettes, et n'aura pour tout costume qu'une peau d'âne. Oh,
Le vilain génie, je l'abomine. Eh bien là, vous avez tort, Mamradi. Il n'est pas vilain du tout, ce génie, car celle qui le fait est une superbe femme dont je deviendrais certainement amoureuse si j'étais du sesque du défunt Potin, mon pauvre mari mort, comme vous le savez, d'une hydrophobie au cœur. Et puis ne m'interrompez donc plus, ça me fait perdre mon fil. Où en étais-je? À votre mari mort d'une hydrophobie, sauf votre respect, Mamradi, vous n'êtes qu'une dinde. Ah, m'y voici. Diamantin agite sa baguette. Le théâtre change et représente l'intérieur d'une grande mine d'or et de diamants. Dans cette mine grouille une bande et une sarabande de forgerons qui forgent en dansant à tire-larigot, le tout entremêlé de petits militaires qui ont des casques reluisants comme les casseroles de la dame du premier. Vous savez, Madame de Sainte-Grue, la maîtresse de ce vieux ridé. Ah, Mame Potin, que vous racontez bien! C'est comme une conférence au cercle littéraire. Je reprends mon fil. Après avoir bien gigoté, les forgerons et les petits militaires se rangent pour laisser voir un diablotin qui sort d'un four et qui présente à son maître un anneau magique. Cet anneau est un talisman qui donne le pouvoir à celui qui le possède de tout faire sans avoir jamais rien appris. Voilà un anneau qui m'irait comme un gant. Silence, Mamradi, ou sinon bonsoir la compagnie. La princesse enfile la bague, et à l'instant, un homme barbu et cornu lui jette une peau d'âne sur les épaules. Puis tout ce monde se met à hurler aux oreilles de la malheureuse, mais si fort que le père Vieille Maison se réveille en sursaut et m'offre une prise de tabac. Ah, je suis émotionnée, Mame Potin, et il me tarde de savoir comment tout cela finira. Tout ça finira bien, Mamradi. Mais minute, ne nous émancipons pas sur les événements. À la 4e acte, on voit la princesse couverte de sa peau courant la prétentaine escortée d'un seigneur tombé comme elle dans la dèche. Ce seigneur, canon Cocambeau, n'est pas beau du tout. Mais en revanche, il est filou, gourmand, licheur, etc., etc. Après bien des hauts et des bas, la princesse se trouve un beau jour dans un pavillon où Lazare le plus extraordinaire amène Belazor. « C'est vous, c'est toi, c'est moi !» qu'il s'écrie en se précipitant intempestivement dans leurs bras respectifs. Le prince veut emmener la princesse, elle refuse. Il s'empare de la peau d'âne et la jette dans une rivière poissonneuse, ainsi qu'on le verra tout à l'heure. La princesse court après sa peau et Belazor après la princesse. Ici, le théâtre change encore. On voit d'abord de gros poissons qui nagent entre deux eaux, comme le journaliste X. C'est l'actuquarium. L'actuquarium ? Mais je connais ça, c'est un sirop que je faisais prendre à Polyte du temps qu'il avait sa bronchique. Mamradi, je ne sais pas si l'actuquarium est aussi un sirop, mais ce que je sais, c'est que celui que le nouveau directeur, M. Avanzière, exhibe dans Peau d'âne, est tout simplement une merveille. Je ne vous dis que ça, mes paroles seraient impuissantes à rendre l'effet que ça m'a fait. Maintenant, allons-y de la dernière acte, où ce qu'on voit Peau d'âne confectionner un gâteau pour le prince Belazor, dans lequel elle oublie sa bague, ce qui est cause de son mariage avec le prince, vu que son temps d'épreuve est fini. Et la pièce se termine par un splendide tableau qui s'appelle « Le poteau rose ». Je ne sais trop pourquoi, car on ne voit ni peau ni rose, mais si bien un soleil qui se déploie, tournoie et flamboie, que ça met tout un chacun en joie. Et voilà. Fin de Peau d'âne, vue d'une loge de Portière. Enregistré par Ezois, en Belgique, en mars 2021. Premier amour. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Premier amour, par Paul Bilot. À mon ami Coquelin Cadet.
J'étais jeune alors, et j'aimais. J'aimais comme on n'aima jamais. Ou, pour mieux dire, j'aimais comme on aime à 16 ans, lorsque le cœur moins que les sens fait qu'on soupire. Elle avait le nez retroussé. Enfin, ce qui m'avait pincé, elle était blonde. Blonde, d'un beau blond vaporeux. La seule couleur de cheveux que j'aime au monde. Je n'avais rien dit. Mais un jour, presque affolé par mon amour, l'âme égarée, j'allais, lorsque j'appris soudain que chez elle, le lendemain, une soirée se donnait. J'étais invité. Tant pis, c'est la fatalité, dis-je en moi-même. Auguste, allons, n'hésite pas. Il faut parler. Tu lui diras « Oui, je vous aime. Je ne puis vivre loin de vous. Tenez, je suis à vos genoux. Plus bas encore. Répondez-moi, dites un mot. » Je la tutoierai s'il le faut. « Oui, je t'adore. » Quelquefois, ça ne fait pas mal. J'étais résolu. Pour le bal, alors, je pense à me faire beau, séducteur, pour que de moi tout sur son cœur soit éloquence. Le matin, je me fis raser tout frais, puis je me fis friser. Dans la journée, c'était tombé par la chaleur. Je retournai chez le coiffeur. Dans la soirée, j'eus encore le désagrément de me défriser en passant dans ma chemise, et ma barbe avait repoussé. Chez le coiffeur, je repassai pour qu'il me frise et qu'il me rase de nouveau. Enfin, bien pomponnée, la peau un peu brûlante, mais 100 fois moins que mon ardeur, au logis qu'habitait mon cœur, je me présente. J'avais des souliers neufs, vernis. Ils étaient bien un peu petits, mais la nature m'ayant fait le pied un peu grand, il fallait corriger vraiment cette imposture. Si mon pied lui tape dans l'œil, j'en pourrai montrer quelque orgueil, dis-je en moi-même, car déjà c'est un grand bonheur que d'avoir un pied dans le cœur de ce qu'on aime. Et voilà pourquoi j'avais mis ce soir des souliers trop petits. J'avais encore autre chose en entrant au bal. On doit avoir un arsenal quand on adore. C'était un mouchoir séducteur, imprégné, non, trempé d'odeur. Et si ma blonde, me disais-je, danse avec moi, je tire mon mouchoir, ma foi, et je l'inonde d'un parfum des plus enivrants. Ayant ainsi troublé ses sens, coûte que coûte, comme elle n'entendra plus rien, alors tant pis, il faudra bien qu'elle m'écoute. J'allai l'inviter à valser. Elle accepta, sans balancer, et je crois même qu'en acceptant, elle sourit. Seulement, elle me promit pour la 15e. Et quand je voyais un danseur nouveau serrant avec bonheur sa taille souple, d'un regard je le foudroyais. Mais en moi pourtant, j'enviais cet heureux couple. J'en avais déjà foudroyé environ près de la moitié tout autour d'elle, quand je sentis une douleur tout à coup m'étreindre le cœur, douleur cruelle qui me fit frissonner, hélas, et cependant ce n'était pas la jalousie qui me faisait trembler ainsi. Messieurs, j'ai grand besoin ici de poésie. Vous avez aimé, tous, un jour, et vous savez ce qu'est l'amour. On est très bête lorsque l'on aime, c'est un fait. Et la moindre chose vous fait perdre la tête. Le moindre rien paraît charmant. Ainsi, par hasard qu'un amant tombe par terre, si sur sa gauche est la douleur, il s'écrie « Ah, côté du cœur, blessure chère !» Moi, je ressemble à cet amant pour mon histoire. Seulement, c'est le contraire. Au bal, je m'en souviens encore, je m'écriai « Côté du corps !» Voilà l'affaire. Je vous ai dit que je souffrais d'aimer. En vain je soupirais pour cette femme. L'amour ignoré, c'est la mort. Et pourtant je souffrais du corps plus que de l'âme. Ce que je fis en cet état, comme c'est assez délicat, je m'en vais prendre une simple comparaison. Vous avez assez de raison pour me comprendre. Prenons par exemple un habit qui vous soit un peu trop petit et qui vous serre. Vous cherchez donc quelque moyen pour que votre habit aille bien. Mais comment faire? C'est simple. ôtez votre gilet, mettez votre habit tel qu'il est, et je suppose qu'il vous ira parfaitement. Le gilet gênait simplement. Voilà la chose. Cet exemple doit vous montrer comment je pus me délivrer de ma souffrance. Oui, le cœur plein d'émotion, soudain je sortis du salon, pâle, en silence, et, dans un endroit écarté, quittant
ma bottine j'ôtai. Dois-je le dire? Pensez au moyen du gilet. Je fis ainsi, j'ôtai l'objet de mon martyre, non, je n'irai pas plus loin. Je la mis avec un grand soin dans une poche. Puis, je revins au bal, content, éprouvant un soulagement dont rien n'approche. La 15e valse, ô bonheur, préludait. L'amour dans le cœur, la joie aux lèvres, j'allai vers elle, elle sourit, je l'enlaçai, mon corps frémit de 1000 fièvres, mais je ne pouvais pas parler. Je commençais à m'essouffler, et sur ma joue je sentais monter la rougeur. Je m'arrêtai, car j'avais peur, je vous l'avoue, de paraître rouge à ses yeux. C'est si laid pour un amoureux. L'instant suprême approche. Allons, c'est le destin, dis-je. Il faut qu'elle sache enfin combien je l'aime. Je me souvins de mon mouchoir que j'avais, dans le doux espoir d'un tête-à-tête, imprégné d'un parfum divin qui devait m'assurer enfin de sa défaite en l'enivrant. C'est le moment, pensai-je, allons. Et gravement, sans rien lui dire, mais ne la quittant pas des yeux pour mieux voir l'effet merveilleux, alors je tire mon mouchoir. Mais elle partit d'un grand éclat de rire et dit « Monsieur Auguste !»« Amour, voilà bien de tes coups. J'avais retiré, savez-vous quoi? Tout juste. » Fin de Premier Amour, enregistré par Ezoa, en Belgique, en février 2021.